Bonjour, nous voici donc pour le numéro 7 de lecture et poésie. Et dans ce numéro, nous allons parler de l'école. Alors plus précisément de l'éducation nationale autour de 3 livres. Alors ces 3 livres se rejoignent en fait sur le constat alarmant, déroutant et à certains égards catastrophique pour l'ensemble de l'éducation nationale et donc par voie de connaissance pour les élèves bien évidemment. Alors, avant de parler de ces livres, il en est un qui me semble utile à la réflexion, qui est La vie sans école de Ivan Illich, et qui peut servir de base de réflexion. Évidemment, il existe également d'autres livres qui ont été publiés sur l'école, et même d'autres façons de faire l'école, comme l'école Montessori, Freinet, et puis il existe également des lycées autogérés dans différents coins de l'Hexagone. Alors, après donc cette petite introduction, parlons donc de ces livres. Et peu importe finalement l'ordre dans lequel je vais vous les présenter, puisque le constat se rejoint au travers de leurs expériences personnelles. Alors, La déconstruction de l'école, qui est le premier livre, de Renaud Garcia. Le second, c'est Ces petits renoncements qui tuent, de Karine Azupardi et du Témoin, qui est un professeur ayant voulu donc garder l'anonymat. Et enfin, le troisième livre, entre parenthèses, Le Remplaçant, c'est Journal d'un prof précaire de banlieue, de Nejib Sidi Moussa. Alors, ces livres ont été publiés en 2022 et 2023, et leurs titres, en fait, nous révèlent bien la problématique actuelle de l'école. Alors, si Renaud Garcia parle de déconstruction de l'école, il constate tout autant les errements de l'éducation nationale qui demandent par exemple aux élèves d'utiliser avec parcimonie Internet, alors que l'éducation nationale elle-même déploie avec, disons, ostentation, tout un arsenal informatique avec Parcoursup par exemple, Pronote, WhatsApp, etc., des groupes de parole, des groupes d'élèves, des groupes de parents. Et donc Renaud Garcia, qui est professeur de philosophie, aimant tout autant cette matière que son métier, et tout en étant engagé syndicalement et voire politiquement, se rend compte que peu finalement de ses collègues ont l'envie de se révolter. Alors, ces derniers, en fait, préfèrent subir les aléas, les renoncements, les défaillances de l'éducation nationale. Et celle-ci, par ailleurs, se fait fort de mater les professeurs récalcitrants par différents stratagèmes. Alors, cette déconstruction de l'école est aussi un journal, comme celui de Sidi Moussa, bien sûr, mais la religion n'est malheureusement pas absente des problèmes rencontrés dans les écoles. Hormis le fait qu'il y ait une dégradation au niveau de l'apprentissage scolaire par lui-même, l'apparition donc de la religion pose aussi un problème aux enseignants. Alors, à ce titre, j'ouvre une petite parenthèse. Alors, je vous ai parlé donc de la religion musulmane au travers des livres présentés dans la précédente vidéo. Et le constat que l'on fait repose sur ce paradoxe qui est que les enfants se fient davantage à ce que les écritures dites saintes explicites, avec l'aval des parents et une interprétation très large que l'on peut en faire, et remettant en fait en cause l'apprentissage scolaire qui leur est apporté. Mais il en est ainsi d'autres mouvements, bien sûr, comme le créationnisme aux États-Unis et pour d'autres religions pour lesquelles le droit divin est supérieur à celui des hommes. D'où cette terrible contradiction en fait envers la science qui a apporté des preuves irréfutables sur l'évolution des planètes et de notre planète en l'occurrence, alors que les enfants adultes ou parents acceptent les avancées technologiques comme Internet tout en refusant certains faits démontrés par cette science. La Terre, par exemple, tournant autour du Soleil et apportant en fait l'inverse. Alors, cette parenthèse terminée, revenons donc à nos livres. Alors, nous voyons que les élèves, par le constat qui est fait,
par le professeur sont de moins en moins cultivés et que la majeure partie de leur savoir repose sur la télévision, les médias, les émissions absurdes comme celle d'Hanouna ou encore sur les informations erronées qui sont émises et colportées sur les réseaux sociaux. On voit bien donc que l'éducation nationale, au travers son ministre de tutelle ou de son président de la République, ne font preuve ni de considération pour les enseignants, ni de prise de conscience pour l'avenir des élèves. Alors, Renaud Garcia écrit, je vous le lis, « Des territoires numériques éducatifs visent en vrac l'élévation générale du niveau, une plus grande justice sociale et enfin accélérer la transformation. De quoi et pourquoi faire, se demande-t-il. Enfin, on mettra en œuvre des ateliers dits parentalité pour aider à maîtriser les technologies mises à disposition. À ce compte-là, il est probable de voir débarquer un de ces jours un robot enseignant pour nous débarrasser de tous ces planqués de l'institution, dit Renaud Garcia. Alors ce journal donc, de l'auteur a été écrit en 2021 et 2022 et il suffit de quelques lignes pour comprendre à quel point l'enseignant qui se pose des questions, qui questionne sa hiérarchie, est lui-même effaré par ces projets scolaires qui ne répondent à aucun des besoins éducatifs et culturels dont les enfants auraient besoin. Alors quant au deuxième livre, celui de Sidi Moussa, au travers de son journal, il raconte avec un peu plus d'humour et de distance par rapport à son métier, à sa vie de professeur précaire, alors qu'il a tous les diplômes, effectivement, requis pour enseigner, et celle de ses élèves qui ont bien du mal à comprendre le bien que leur veut l'éducation nationale, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, maint détail, en fait, corrobore les faits émis par Renaud Garcia, et l'inverse est vrai également. Alors, Sidi Moussa enseigne dans des collèges ainsi qu'à l'université en tant que remplaçant. Il est mal payé, voire sous-payé, et soumis aux aléas de la bonne volonté de l'éducation nationale, qui peut le nommer là où elle le veut, faisant fi de son lieu de résidence et des différents emplois éducatifs qu'il doit assumer pour gagner sa vie. Il se retrouve donc le plus souvent face à des élèves issus du prolétariat émigré, et s'il n'est pas lui-même croyant, il comprend ce qui enferme ses élèves dans une certaine catégorie, et donc est le problème de l'intégration des gens d'origine musulmane comme lui-même l'a vécu. Alors, Sidi Moussa l'explique fort bien dans son introduction que je vous lis. Quant aux élèves issus comme moi du prolétariat immigré, je ne pouvais que mesurer la distance qui me séparait d'eux, non seulement en raison de mon âge, de mon éducation, de mon engagement, mais plus fondamentalement à cause des mutations profondes qui ont transformé des décennies durant les classes populaires exposées aux 7 fléaux, c'est-à-dire la précarité, la discrimination, le nationalisme, le crime organisé, l'intégrisme religieux, l'opium sportif et l'aliénation technologique. Tout ceci est allié à une inexorable dépolitisation et une inquiétante passivité. Alors le constat est assez terrifiant et donc on peut s'interroger sur l'avenir scolaire de ces enfants et même de l'ensemble de nos enfants ou petits-enfants qui sont actuellement à l'école. Mais il met aussi en exergue, Sidi Moussa, ce paradoxe que ces élèves vivent dans l'une des villes les plus pauvres, dans le deuxième département le plus riche de France. Et l'auteur ne manque pas aussi de parler de ses relations avec ses autres collègues, ceux-ci lui faisant bien comprendre à quel point il est considéré comme un remplaçant et que ses origines le placent à part des autres enseignants. Alors, Sidi Moussa enseigne l'histoire, la géographie. Et à titre d'exemple, il a expliqué les élections à ses élèves en distribuant les professions de foi de chacun des candidats. Alors, la plupart d'entre eux espéraient avoir un candidat de la France insoumise. Mais peu importe. Sans avoir été un échec, cette tentative a montré que à la fois la complexité des textes publiés par le candidat, le vocabulaire utilisé et les problématiques mises en avant, qui étaient très éloignées de celles de ses élèves. Alors il serait long et fastidieux de parler de ce livre comme du précédent, mais ils ont l'immense mérite de montrer à la fois le désarroi des enseignants et celui des élèves, qui quelque part se rejoignent dans ce marasme éducatif actuel, et qui en a fait
en fait, qui date des années 80, où le libéralisme, grâce à la gauche, a pris toute son ampleur et a donc détruit tout ce qui était public. Alors, il est regrettable que tout soit faussé, effectivement, par le jeu politique, dont je viens de vous parler, mais aussi par le jeu médiatique. Et ces deux phénomènes nuisant au bon développement de l'école. Alors, en ce qui concerne le dernier livre, alors nous allons faire une petite pause et nous allons reprendre tout de suite après. Donc nous allons parler du dernier livre qui a donc pour titre « Ces petits renoncements qui tuent ». Alors on peut se demander, pour quelle raison le témoin, comme il l'est nommé dans ce livre, a voulu rester anonyme. Alors la journaliste l'explique par cette crainte de représailles des menaces qui auraient pu voir le jour après cette publication. Alors je ne me prononcerai pas du tout sur cette décision, mais si ce livre n'est pas un journal à proprement parler, ni même un plaidoyer véritablement contre l'éducation nationale, il rejoint les deux livres précédents par ce constat, d'une part par l'échec de l'éducation nationale à créer en fait un lieu où les chances soient égales pour chacun et chacune, et d'autre part par ce qu'on peut nommer comme des fausses nouvelles si insidieuses, colportées par les réseaux sociaux, la religion ou les médias abusivement proches donc du pouvoir et n'essayant pas de montrer en fait deux points de vue, mais comme un procureur plaidant toujours à charge et du même côté. Alors ce livre est dédié à Guillaume et à Samuel Paty, et pour les auteurs ce sont ces petits renoncements, c'est-à-dire les laisser-faire des autorités vis-à-vis de l'empreinte de plus en plus forte de la religion qui est la cause de tous ces problèmes. Il est bien évident que la religion musulmane est visée, mais on peut aussi s'interroger sur les religions et leur mauvaise influence et délétère sur le monde éducatif et en fait de la société à titre général. Et pour citer Élisée Reclus, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, ainsi l'homme qui veut se développer en être moral doit prendre exactement le contre-pied de ce que lui recommande et l'Église au sens large et l'État. Il lui faut penser, parler, agir librement. Alors, je le souligne, ce sont des hommes qui manipulent ces entités que l'on nomme l'État et l'Église. Et par ailleurs, ceux qui ont autrefois abandonné certains quartiers sont les mêmes qui, aujourd'hui, vilipendent en fait ces zones de non-droit où les mafias de la drogue, de la prostitution et où les religieux font la loi. Alors, dans ce livre, l'auteur aussi s'érige en faux, et je le cite, « Lorsque l'on parle de racisme d'État, issu de l'État colonial en France, dans la fonction publique française, aucun obstacle spécifique ne se dresse devant une personne issue des minorités venant passer un examen ou un concours. » Alors, je pense qu'il a à la fois tort et raison. Raison parce que tout le monde peut se présenter à un concours, mais tort parce que la suite n'est pas toujours celle à laquelle on pense. Et il pourrait en parler avec Sidi Mousset, qui lui expliquerait lui-même son parcours. En fait, là où il a raison, malgré tout, c'est de parler de l'importation des problèmes anglo-saxons dans le débat national. En effet, la plupart des pays anglo-saxons n'ont pas un statut d'État laïque comme la France, et leurs problèmes d'intégration sont bien différents des nôtres. Alors là encore, les médias et le pouvoir politique en sont les principaux responsables. Alors, le témoin s'interroge également sur les tracts syndicaux qui ne mentionnent pas fréquemment les problèmes rencontrés par l'enseignant confronté en fait aux problèmes religieux. Alors, ce n'est pas tant l'islamisme ou d'autres religions qui posent problème, mais l'extrémisme religieux, quel qu'il soit. Et toute religion, en fait, est nauséabonde et opacifie autant la raison que le cœur, pourrait-on dire. Alors, si la violence, effectivement, se montre à l'intérieur des établissements scolaires, comme il le dit et comme c'est vérifié, cette violence aussi s'inscrit dans un climat général de la société, avec un pouvoir lui-même violent et intolérant. Et ce cercle infernal ne peut être brisé sans une prise de conscience populaire,
pouvant aboutir à une révolution lente et structurée. Et dans leur conclusion, les auteurs appellent à la résistance à l'obscurantisme religieux, je précise quel qu'il soit, mais cette résistance ne peut être que l'affaire du peuple, car il est impossible de compter sur ceux qui nous gouvernent pour voir évoluer la société. Nous sommes donc à la veille de la rentrée scolaire, et je pense que les problèmes abordés dans ces 3 livres sont encore bien présents, voire ont été accentués par les décisions parfois délétères et inefficaces prises par le pouvoir actuel. Notons pour conclure que les tenants du libéralisme ont comme objectif déclaré, voire comme sacerdoce, et il suffit d'écouter les partisans de cette école, de privatiser effectivement l'enseignement. Donc voilà pour votre réflexion sur l'éducation, et ces problèmes en fait ne datent pas d'hier bien évidemment, vous l'aurez constaté. Mais ils ne font qu'empirer, et d'ailleurs, même dans les grandes écoles, on se demande à quel point l'éducation est encore présente, puisque souvent on forme plutôt des managers que des esprits critiques et, disons, culturels. Donc voilà, je vous remercie donc pour votre écoute, et je souhaite malgré tout une bonne rentrée scolaire à toutes et à tous. À bientôt.